Bonjour Mickaël, bienvenue dans Biz and Bibs. Bonjour Estelle, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Écoute, je suis super ravie de t'accueillir dans le podcast. Mickaël, en plus, tu fais partie de la communauté Biz and Bibs, donc c'est trop cool. On pourra en parler un petit peu. Mais Mickaël, tu es surtout le fondateur d'une belle agence de publicité et social media qui s'appelle Conceptory. Ça fait déjà 15 ans que tu la gères. Déjà, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Ça passe vite comme un enfant, 15 ans. Exactement. Et en plus, donc toi, tu as deux enfants, deux filles, et pas petites parce que tu en as une qui a 16 ans et une qui a... Bientôt 19 mois. Bientôt 19 mois. Donc voilà, on va parler aussi de cet écart d'âge entre les enfants parce que je suppose que c'est une belle aventure aussi à la fois en tant que papa et en tant qu'entrepreneur. Donc dans cet épisode, on va évoquer tes deux casquettes, mais qui finalement n'en sont qu'une. C'est toi, Mickaël. Donc à l'époque, quand tu crées Conceptory, tu fais un pari audacieux, celui de dire que en fait, la publicité, il faut miser sur le storytelling, sur le pouvoir des histoires et des concepts pour vendre. Et c'est ça qui a été ta marque de fabrique ces 15 dernières années. Tu as développé des très très belles campagnes avec des beaux annonceurs, Goliath, Ravensburger, La Grande Récré, Domino's Pizza, on va en parler. Et du coup, j'ai envie de revenir un petit peu aux origines. Pourquoi et dans quel contexte tu as fondé cette agence ? Alors, je vais essayer de répondre assez rapidement. Alors, déjà, je pense que je suis d'une famille d'entrepreneurs, donc je suis le fils de quelqu'un aussi. Donc, mon père était entrepreneur et j'ai toujours eu envie de monter ma boîte. Il m'a dit, écoute, fais des études déjà, puis après, on verra. Donc, effectivement, j'ai fait des stages, des premiers jobs, que en agence. Moi, je suis un vrai fils de pub. J'ai fait que des agences de communication. Et je m'étais dit, à 30 ans, faut que je monte mon agence. Et effectivement, au même moment, j'ai eu ma fille. Donc, double challenge. Et ça t'a encore plus donné l'envie d'entreprendre ? En ayant un enfant ? Ouais. Oui, mais tu sais pourquoi tu te lèves. Donc, effectivement, il faut être efficace. À la fois, tu as envie de rentrer, d'avoir des belles histoires à raconter. Mais c'est vrai que ça te met une niaque, ça te met un vrai challenge, carrément. Ouais, c'était à la fois une motivation et aussi une source de pression, du coup, en mode, faut pas que je me plante. Exactement. C'est vrai que je te raconte la version positive, mais c'est vrai que c'est une source de grosse pression. En plus, l'enfant ne dort pas. À la fois, tu dors pas parce que tu as plein d'idées et tu montes ta boîte et il faut pas te louper. Et tu sais que les premières années, c'est des années où, si tu passes pas les 3, 4, 5 premières années, en général, c'est compliqué. Donc, effectivement, faut y aller, quoi. T'as fait comment, du coup, pour te lancer ? Est-ce que de tes précédentes expériences de travail, tu avais déjà des personnes que tu pouvais recontacter quand tu as lancé Conceptory ? Franchement, j'aimerais te dire oui, mais je crois que j'ai été d'une espèce de naïveté dingue. Moi, j'étais un enfant vraiment des agences et je connaissais que des gens des agences ou des médias. Mais les annonceurs, les marques, j'étais encore assez finalement jeune ou middle. Donc, je connaissais pas vraiment beaucoup de marques, vraiment d'annonceurs. Et je me suis rendu compte en ouvrant la clé dans la porte et en ouvrant la boîte, et je me suis dit, mais ça va être compliqué là. Et c'est vrai que mes premiers clients, ça a été beaucoup d'agences, des agences de pub, des agences de RP, des agences digitales qui m'ont donné une partie de leur... Qui déléguaient, du coup ? Qui me déléguaient une partie. Et au fur et à mesure, on a commencé à exister par nous-mêmes et on a développé des clients en 15 ans, quoi. Et tu as fait comment pour justement essayer de te démarquer un petit peu de tes concurrents avec ce concept fort derrière Conceptory ? Je le raconte dans le livre que j'ai écrit qui s'appelle Revolution Story. Et effectivement, Conceptory, ça vient de concept et story. Et il faut se remettre à l'époque parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de brand content, de storytelling, d'influence, de social media. Il y a 15 ans, puisque les réseaux sociaux n'ont que 20 ans, et c'est né aux États-Unis, et ça met un peu de temps avant d'arriver en Europe, finalement, c'est assez jeune. Donc moi, à l'époque, j'avais des grosses agences en tête, BBDO, BBDP, EuroRSCG. C'était des noms, comme je dis, qui faisaient très cabinet d'avocats. Ouais, avec les cabinet d'audit, ouais. Cabinet d'audit avec les initiales des fondateurs. Et quand tu regardais les sites internet qu'ils avaient à l'époque ou la manière de communiquer, c'était pas glamour ou rock'n'roll. Et d'ailleurs, c'est comme ça que des agences comme Rosa, Buzzman ont vu le jour. C'est qu'eux aussi ont fait le même constat juste avant moi. Fred et Farid, et c'est des gens, La Chose, c'est des agences qui ont eu envie d'avoir des noms
qui disent quelque chose et d'amener un côté beaucoup plus disruptif, créatif, alors comme disent les Anglais, out of the box, et d'être différenciant. Et je me suis inspiré de ces grands noms, enfin de ces gens qui ont créé ces agences. Et c'est vrai que nous, tout de suite, on est devenu social native, puisqu'on a démarré avec Facebook, et puis après, on a suivi le trend de tous les autres réseaux sociaux, en y mettant vraiment le brand content, parce qu'on avait l'amour des marques, et on se rendait compte que à l'époque, tu avais des campagnes qui étaient très émetteurs-récepteurs, c'est-à-dire qu'une marque avait un slogan, elle faisait une campagne d'affichage au télé, et finalement, c'était top-down. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus communautaire. Bon, tu le sais bien, tu es bien placé pour le savoir. Et aujourd'hui, il y a besoin d'avoir des conversations. Et en fait, on s'est positionné à ce moment-là. Donc, on regardait plutôt une agence comme We Are Social, qui était pour nous les prémices. Comment engager la conversation avec l'audience, avec les consommateurs, au travers des campagnes. Exactement. Et on avait un espèce de triptyque qui était un pied en social media, un pied publicitaire avec des concepts pour raconter l'histoire, et un pied quand même qui était vraiment dans la vraie vie, le in real life, et on mixait des dispositifs avec ces trois canaux. C'est quel contrat ou quel gros client qui a changé la donne dans l'agence, qui t'a fait confiance et qui t'a permis de lancer un peu la machine? Écoute, dès la première année, c'est pas une question de volume d'argent, même si quand tu ouvres la boîte, et je peux le dire, je vais pas cacher, c'était un budget à 80 000 euros, c'était pour Kickers, donc on est dans l'univers des bébés et des enfants, les chaussures pour enfants, qui nous briefent, c'est-à-dire qu'on leur passe un coup de fil. À l'époque, il y a 15 ans, tu pouvais appeler les annonceurs, ils décrochaient. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile, mais t'appelais et tu pouvais y aller au toupet. Tu y allais au culot, du coup? On y allait au culot. Et on avait, en fait, Conceptory faisait partie d'un groupe média, et on avait des commerciaux qui vendaient du média et qui en plus vendaient de la créa et le savoir-faire de Conceptory. Et je dis à un des commerciaux, je dis, écoute, moi, mon rêve, je viens d'avoir un bébé, le directeur de créa de Conceptory aussi, on est jeune papa, trouve-nous une marque pour enfants. Et il dit, bah ok, mais je peux appeler n'importe quelle marque pour enfants, du pareil au même, petit bateau, qu'est-ce que vous voulez? Et on voulait un challenge. Et Kickers avait besoin de se réinventer. Il y avait quelque chose à dépoussiérer, intéressant chez Kickers. Et il y va au culot, il dit, on a une super idée pour vous. Il appelle la directrice marketing. Donc évidemment, elle nous reçoit et il dit, vous êtes reçus dans 4-5 jours. T'avais pas d'idée, en fait. Et on n'avait aucune idée. Et on arrive avec une fausse bonne idée, avec deux personnages, Kick et Curse, qui était en fait un personnage rouge et vert. C'est la pastille rouge et verte de Kickers. Et donc, c'est le gentil et le méchant, l'ange et le démon. Et donc, la directrice marketing dit, bon, écoutez, j'accroche pas trop avec l'idée, mais vous tombez bien. J'ai un brief pour vous, et elle va nous briefer. Et on va créer un concept qui s'appelle la prise de la pastille, et pas de la Bastille. Et donc, un concept un peu révolutionnaire avec deux équipes, la rive droite et la rive gauche à Paris, qui vont devenir la rive rouge et la rive verte. Et on crée deux équipes virtuelles en France. On fait une battle de boutiques, en séparant la France en gauche et droite. Et on va gagner le prix stratégie, un prix dans la communication. Ouais, c'est un beau prix, ça. Et c'est un beau prix. Et en fait, ça va nous lancer. Et après, évidemment, il y a différents... Tu sais, tu as toujours comme toutes les agences, tu as des beaux annonceurs. Donc, évidemment, je pense à Danette, je pense à Grolsch la bière. Je pense aujourd'hui à Nocho Latin, qui est de la pâte à tartiner. Il y a beaucoup de clients, Goliath. Voilà, il y a beaucoup de clients qui font l'agence en 15 ans. Mais c'est vrai que la première étape, ça a été Kickers, ouais. Trop bien. Et ta fille, du coup, dans ce contexte-là, toi, elle avait quelques mois, elle avait 1 an Ah ouais, elle avait quelques mois quand on a créé, puisque c'est la première année. Donc, elle avait même pas 1 an quand on a créé ça. Et puis après, elle m'a inspiré, puisqu'on a eu beaucoup de marques pour enfants. C'est ce que j'allais te dire. Finalement, ça a pu être une source d'inspiration pour oui, nos gosses, je crois que tu le sais, ils ont une imagination débordante. Ils t'inspirent dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils dessinent. Donc après, on a eu Crayola, les crayons de couleur, on a eu Stabilo. Donc c'est vrai que... et donc j'en ramenais un peu à la maison en cadeau. C'était sympa. Donc là, tu as l'impression d'être un héros. C'était un peu aussi la bêta-testeuse. Et peut-être qu'en faisant des choses que toi, tu n'aurais pas pensé avec les produits, ça pouvait t'inspirer des campagnes ou des concepts. Et quand on faisait même des opérations, parce qu'on faisait des fois des trucs avec les journalistes ou en boutique, on amenait nos gosses en bêta-test, en testeur dans les magasins. Ouais, non, c'était une très, très belle époque, ouais. Et en termes d'organisation, aussi un peu de charge mentale, toi, tu l'as vécu comment, ce lancement? Parce que j'imagine que tu as dû bosser quand même comme un dingue pour faire ta réputation face à des agences qui étaient, comme tu le dis, plus classiques, traditionnelles, mais qui existaient depuis longtemps. Les petites nouvelles qui se lançaient, mais qui ont vraiment disrupté le marché.
toi qui essaies de trouver ta place, et en même temps, bah, tu gères un bébé à la maison, ton nouveau rôle de papa. Comment tu te sentais à ce moment-là? C'était pas trop dur de tout gérer? Alors c'était extrêmement dur de tout gérer parce qu'en plus de ça, alors c'est pas pour faire pleurer les chaumières, mais ma mère, à ce moment-là, j'apprends qu'elle a le cancer. Donc j'ai à la fois, je dois aller à l'hôpital voir ma mère là-dessus, à la fois tu as la naissance d'un enfant, donc T'as les deux événements en les même deux événements temps. et en même temps tu dois gérer ta boîte. Donc c'est vrai que tu es à la fois fatigué, à la fois tu travailles des heures parce qu'il y a 15 ans, on était encore dans cette époque, donc largement avant Covid, où on croyait que les heures, en fait, ça nous remontait le moral. On disait, non, mais attends, aujourd'hui, j'ai travaillé 17 heures, hein. Et ça ne veut pas dire qu'on travaillait mieux et plus qu'avant, mais en fait, seule l'action est libératrice. Donc, les heures passées au bureau, je me dis avec le recul, mais on travaillait soir, week-end, c'est ce qu'on appelle dans la pub les fameuses charrettes. Aujourd'hui, et mon équipe et moi-même, même dans les univers qui nous partagent, je ne dis pas qu'on travaille moins. Peut-être on doit travailler peut-être mieux, mais on est aussi peut-être dans une envie qui est différente. Et la vie continue, hein. On continue de faire des campagnes pour nos clients. Alors oui, il y a des fois, il faut mettre il y a des appels d'offres, il faut mettre des coups de bourre. Mais oui, c'était une époque qui était très, très compliquée. Et à la fois, maintenant, avec du recul, j'en garde des super nostalgies, des bons moments, bien sûr. Mais c'est la vie. Tu as un badge, toi, que tu viens de me donner. Je suis parent et j'entreprends. C'est un combat de tous les jours, quoi. Ouais, puis c'est un mode de vie aussi. Et c'est un mode de vie. Moi, je sais que je pourrais pas faire autre chose. Je sais pas si je pourrais redevenir salarié, même si on me proposait un beau job. J'aime trop ça, en fait. Ouais. Et après Kickers, tu développes d'autres contrats. La stabilité, elle arrive petit à petit quand même dans ton agence. Tu peux commencer à embaucher, à déléguer, à créer une équipe. C'est une très, très bonne question. En fait, on était, à l'époque, il y a 15 ans, on faisait des campagnes, des coups, des campagnes, des actions. On appelait ça des coups marketing, des buzz. Et on était une agence, en tout cas, qui faisait pas mal d'activations de buzz, voilà, sur un temps fort. Et tu te rends compte que quand tu veux dormir la nuit et que tu veux aller mieux même dans ta trésorerie, bah, il faut des contrats. Alors aujourd'hui, il n'y a pas tout le monde qui a des contrats cadres sur 2 3 ans, mais le social media, et c'est là où on va en venir, permettait, et c'est pour ça qu'on a beaucoup développé ça, et c'est devenu le fil rouge, le fil conducteur de l'agence, c'est qu'on avait, et on a toujours même actuellement, on a des contrats cadres pour gérer les réseaux sociaux des marques. Alors oui, c'est peut-être pas des budgets pharaoniques, mais ça te permet quand même de savoir que tu vas facturer 3 500 tous les mois, ou 5 000 euros tous les mois, ou 8 000 euros tous les mois. Et tu as un minimum de visibilité. Alors, ça fait une partie du chemin, en tout cas. Ouais. Toi, tu étais tout seul, vraiment, au début? Alors, au début, j'avais une stagiaire qui est devenue ma directrice générale, hein, qui s'appelle Claire, que je salue. Et donc, elle a fait stage, alternant, CDD, responsable com, directrice communication, directrice générale adjointe, et depuis janvier, directrice générale de l'agence. Donc, comme quoi un stagiaire peut devenir directeur général. Voilà, 15 ans à me suivre et je la remercie. Et puis après, on a engagé des stagiaires, des alternants à qui on a donné les premiers CDD, après des CDI. Et en fait, step by step, quoi. Donc, c'était une époque où tu pouvais grandir. Donc, j'aurais adoré être voilà, des centaines. Mais c'est vrai que la vie, elle est quand même, on le voit, hein, les gilets jaunes, pendant qu'on se parle aujourd'hui, il y a encore une grève aujourd'hui. On s'est demandé si on allait pouvoir faire l'interview. Heureusement, j'ai un scooter, t'as vu, c'est magique. Et donc, il faut à la fois engager, et à la fois le monde aujourd'hui, les annonceurs et les gens sont prêts à travailler en freelance ou en petit collectif. Donc, on a une base de gens, 15-20 personnes salariées, et après, on n'a aucun problème à faire travailler vraiment des dream teams, d'avoir des bons consultants, des content creators, des gens à leur compte. Aujourd'hui, même les marques, avant, on devait le cacher. On dit, ouais, tu travailles pour nous, mais tu le dis pas. Ah oui. Voilà. Aujourd'hui, en fait, on est. Les marques, elles disent, je travaille avec telle agence. Voilà, et nous, on dit, on a des freelances, on a des consultants, et finalement, ça pose plus de problème, même aux grandes marques. Comment tu trouves ton équilibre de papa et du coup de chef d'agence quand les choses commencent un petit peu à se tasser? Écoute. Si tu l'as trouvé, je ne sais rien, mais... Non, mais c'est une vraie bonne question, parce que moi, j'ai une grande de 16 ans et un bébé qui vient d'arriver, forcément, avec du recul, quand tu as 30 ans, donc j'avais 30 ans, j'en ai maintenant 40, 46, à 30 ans, déjà, tu as la force, tu as la niaque, tu travaillais plus, toutes les raisons qu'on s'expliquait, la boîte était nouvelle. Aujourd'hui, je peux me permettre de un peu plus
avoir du temps pour moi et pour ma famille. Il y a le télétravail, il y a mes équipes qui sont super, avec qui je peux donner et leur faire confiance. Tout ne dépend plus de moi, je suis moins dans le doing. La preuve, c'est que je peux faire des podcasts et écrire des livres, donc c'est magnifique. Et maintenant, j'ai décidé de passer du temps et j'ai des tranches horaires où je suis avec ma famille. Moi, j'ai beaucoup d'événements, de marques, de soirées, des cérémonies, des awards. Et en fait, il y a des moments où je dis, bah non, en fait, j'ai dans mon agenda, tout est rentré dans le Notion ou le calendrier, et bah non, je vais pas être disponible. Et c'est comme le sport, quoi, faut se l'interdire. Et voilà, mais c'est vrai qu'avec la grande, Ça s'est pas forcément passé comme ça. ouais, ça c'est. Alors, j'étais quand même présent, mais elle a des souvenirs où j'étais pas là le soir, où j'étais là vraiment au moment de lui faire le bisou et de l'endormir au moment de rentrer. Là, aujourd'hui, la petite, je peux lui donner à manger, je peux lui donner le bain. Donc, bon, ça a changé, je pense, ça donne un équilibre. Hmm. Faut trouver le bon curseur. Et du coup, elle t'en parle, ça, de ça? Enfin, de ses souvenirs, justement, de quand t'étais, enfin, pas trop là ou dans le rush, elle te l'a exprimé? Oui, bah alors en fait, pour être franc avec toi, comme ça on se dit tout, moi je me suis séparé après 11 ans avec ma compagne, donc la maman de Sacha. Et forcément, Sacha, elle a un bilan maintenant qu'elle a 15 16 ans. Elle se dit, ben voilà, mes parents travaillaient beaucoup à l'époque. Finalement, peut-être que ça aurait été un peu différent. Et là, elle me voit très présent pour la petite. En plus, sa mère, à Sacha, a elle aussi eu un bébé, eu un enfant. Donc, elle a deux petites sœurs, Sacha. Et elle voit que les parents sont plus en télétravail, plus présents. Donc, oui, c'est sûr, mais elle sait que le monde a changé. On lui explique. Elle Oui, le et voit puis bien. t'es aussi plus présent pour elle, du coup. Et je suis plus présent pour elle, effectivement, carrément. J'ai des moments où je peux m'accorder un week-end avec elle ou aller faire des activités. Et avant, en fait, je me disais, ouais, je peux pas. C'est comme, tu sais, aller au sport, tu vois, ah ben non, Hmm. j'y arriverai pas et tout. Aujourd'hui, je me mets dans mon agenda et je décide d'avoir des week-ends ou des mercredis, je vais au cinéma avec elle et c'est comme ça. Bah, je pense qu'il y a un avant-après Covid en termes d'organisation, parce que comme tu le dis, on a plus de télétravail. Et je pense aussi que ce Covid, il a aussi changé un peu le regard sur la société, et notamment toute la question de la parentalité. Enfin, on l'a vu d'un coup, les parents qui se sont retrouvés coincés à la maison avec leurs enfants, bah, le retour au travail, il n'a pas été le même. Donc je pense on porte aussi un regard différent sur sur la Complètement. parentalité, ce qu'on est en train de discuter aujourd'hui. Et finalement, ça t'a fait vivre quand même deux expériences très différentes. Ah oui, non, mais complètement. Et je vais te dire, même là, j'ai la chance de pouvoir intégrer enfin, des cercles d'entrepreneurs, parce que dans le monde dans lequel on vit, bah, il faut être solidaire, en tout cas s'aider les uns les autres. Et tu en fais partie avec évidemment ta belle communauté. Et ce qui est intéressant, c'est que on se parle maintenant de nos vies. Il y a moins de barrières entre la vie Ouais. pro et la vie perso, et même avec mes clients. On va de manière beaucoup plus facile se dire bah, c'est pas évident. Moi, je suis directeur, enfin cadre supérieur. Je vois mes clients, ils travaillent beaucoup, et on va avoir un petit moment avant de démarrer la réunion Ouais, où, toujours. bah oui. Et avant, il n'y avait pas ça. Avant, on cachait, on parlait pas de sa famille, on parlait pas de ses hobbies. Le boulot, c'est le boulot. Et aujourd'hui, je crois qu'on a envie de travailler avec des gens qu'on aime bien. Nous, par exemple, on choisit nos clients maintenant dans le mindset et la mentale. Et franchement, l'ensemble de mes clients actuels, je touche du bois, c'est une table en bois. On a des gens, alors pas rond pas, mais en tout cas, on a des gens, on aime bien leur mental, on aime bien leurs valeurs. Hmm. Et à l'époque, il y avait plus de souffrance. Moi, j'ai des souvenirs où j'avais des collaborateurs qui pouvaient pleurer avec les annonceurs, qui vidaient leur sac, qui pouvaient être hystériques ou Hmm. être odieux. Oui, parce Aujourd'hui qu'on aussi, gardait tellement tout pour soi que bah, les moments où ça pétait, c'est qu'en fait, ça n'allait pas. ouais, et peut-être que aujourd'hui, il y a plus de, voilà, Mais je pense que ces petits small talk, tu vois, comme tu le dis en début, genre, toi, ça va, bah, c'est la semaine d'adaptation, c'est dur, machin, à rentrer. Et hop, on commence. Juste ces 5 minutes temporisées, de parler un petit peu, ça permet de briser la glace et de complètement. se mettre à niveau avec l'autre personne, se dévoiler aussi un petit peu. Et tu vois, là, j'ai eu un appel juste avant notre podcast avec quelqu'un que je ne connais pas, mais qui travaille pour une grosse marque dans la périculture, justement. Et ben, on a parlé aussi de nos enfants, en fait. Enfin, c'était naturel, c'était Ben, pas bien sûr. forcé. Bah oui, non, mais on en revient aux histoires. Tu sais que moi, j'adore les histoires pour les marques et les histoires aussi des individus. Et effectivement, à un moment donné, tu as besoin de partager tes histoires. Et c'est pour ça que d'ailleurs que les réseaux sociaux, Mm. ça fonctionne. C'est que les gens, à un moment donné, racontent
une partie de leur vécu. Tu sais pas ce qui m'est arrivé. Ils racontent les posts, leurs bonnes aventures, leurs mauvaises histoires. Et ça fonctionne, c'est sûr. Mm. T'es redevenu papa, du coup, il y a quelques mois, il y a 19 mois. Enfin, Ouais. je crois que nos enfants, ils ont genre quelques jours... 15 février. C'est ça, et moi, c'est le 13. Tu vois. Ils ont 2 jours d'écart. Ça fait quoi de redevenir papa 16 ans, presque 15 ans après être devenu papa pour la première fois? Alors, t'as un choc émotionnel avec du extraordinaire positif parce que ça te rappelle des souvenirs et à la fois tu connais. Donc, t'as toute la partie enfin, de peur du premier enfant, je l'ai pas, moi. D'ailleurs, même ma compagne qui n'avait jamais été maman, bah, évidemment, tu l'aides parce que tu sais faire les rôles, tu sais changer une couche, enfin, tu connais tout ça, c'est même automatique, tu sais donner un bain. Donc, C'est si automatique parce que 15 ans après, ça doit ah ouais. être un peu de temps, non? Non, je te Direct. jure. Enfin, je crois que c'est tellement instinctif. Alors on parle des mamans, mais même pour un papa, il y a des super papas. Ah, Moi, mais oui, j'amène à la crèche ma fille et je vois beaucoup moi aussi. de papas. Et je me dis, tiens, le monde, il a beaucoup changé et c'est très bien. Donc, tu as, voilà, comme le tennis ou le vélo, ça s'oublie pas. Et à la fois, ben, comme je te disais, tu portes un regard de te dire, ben, tu as l'expérience, donc tu as plus de sagesse. Je le prends avec beaucoup plus quand je dis de légèreté, je prends plus de plaisir parce que ben, j'ai moins de stress de faire une erreur, de pas faire les choses bien. Donc, très agréable. Oui, et puis en plus, d'un point de vue pro, tu n'es pas du tout là où tu en étais quand tu as eu ta première fille. Les choses sont plus installées, tu as pu déléguer. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, tu as plus de temps aussi à consacrer pour ton enfant. Ah oui, la salle de bain est plus grande, l'appartement aussi. Tu peux avoir des jouets et mettre les petits vélos, les trottinettes. Non, c'est évident qu'à tous les niveaux, c'est différent. Alors après, ce que je dis des fois à ma compagne, c'est qu'on a 12-13 ans de différence. Je lui dis, j'ai pas ton âge, c'est sportif hein, d'avoir des Ouais, gosses. quand même, ouais. Voilà, maintenant, elle C'est ce que commence. j'allais te demander justement, ça fait quoi d'être papa quand même à 2 âges très différents? Ben, je pense que tu as du bon enfin, tu sais, tu as du bon et du moins bon dans les deux cas. À 30 ans, tu es peut-être un peu jeune et tu as la fougue et tu stresses. Là, ben, c'est très bien, je suis posé, donc je prends les choses de manière beaucoup plus calme là-dessus. Et à la fois, bah, tu sens que tu n'as pas le même âge, tu as envie de dormir, tu gères plus du tout les nuits sans sommeil de la même manière. Alors, à la question, est-ce qu'elle fait ses nuits? Oui, depuis le 1er septembre, depuis 2 semaines. C'est vrai? Elle dort. Félicitations! Elle dort. Non, mais alors, je sais pas pour combien de temps, parce qu'il y a des Oui. up and down, on connaît. Hein. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de dormir depuis 2 semaines? J'imagine. J'imagine. Alors, tu me parlais justement off the record que toi, tu avais aussi un gros enjeu autour de cette, j'ai envie de dire seconde paternité, mais aussi de ta fille qui est en pleine adolescence autour des réseaux sociaux. Toi, en tant que pro de la pub, des médias, tu as grandi, tu as vu évoluer ces réseaux sociaux, tu les as beaucoup utilisés pour ton métier, pour tes clients. Mais du coup, là, maintenant, tu vis aussi en tant que papa. Comment est-ce que ta première fille se met dans les réseaux sociaux, les utilise, etc. Et c'est un enjeu qui te préoccupe largement. Oui, alors, c'est vrai que des fois, alors, je ne sais pas si vis-à-vis de ma fille, je suis le meilleur et d'ailleurs, je suis on va dire en cobaye là-dessus. Par contre, le regard qu'on peut porter pour expliquer vraiment à ceux qui vont écouter, donc j'ai une agence de réseaux sociaux et d'influence, on sait les travers que peuvent avoir le social media, et même il y a eu des histoires sur l'influence là-dessus. Donc effectivement, je me suis dit, il faut que nous, l'agence, on ait une vision, il faut qu'on ait un regard. Et on cherchait le why, tu sais, tu as toujours la reason why des marques, et nous, il y avait cette recherche du why de l'agence. Et on aidait beaucoup d'ONG, on faisait beaucoup de choses, mais à un moment donné, on se disait, il faut qu'on porte une cause. Et il faut que ça nous ressemble et que ça nous colle à la peau. Et j'étais en train d'écrire un livre à l'occasion des 20 ans des réseaux sociaux, donc, qui s'appelle Revolution Story. Et dans ce livre, j'interviewe énormément de monde. Et je me suis dit, bon, c'est bien, je vais avoir des publicitaires, des gens connus. Il y a le fameux Thierry Ardisson qui n'est plus là, mais il y a Mercedes Serra, il y a Georges Mohamed Chérif, il y a Nicolas Bordas, des grands noms de la publicité. Mais je me suis dit, il faut vraiment que j'ai aussi un regard un peu médical sur la santé mentale
Donc, je suis parti interviewer Laurent Carilla, qui est le plus grand addictologue, psychiatre. Il est dans Ça commence aujourd'hui, non? Oui, c'est ça? tout à fait. Alors, on le voit, il a 2 podcasts, dont Addiction, que je vous conseille d'écouter. Il est à la fois à la radio, il est à la télé, on le voit dans beaucoup de magazines féminins où on l'interviewe sur la santé mentale des enfants et les écrans. Et en fait, il couvre toutes les addictions. Donc, les addictions, on va penser aux drogues, on va penser à l'alcool, on va penser Au sucre. au sucre, exactement, aux jeux, au casino et autres. Mais tu as l'addiction aux écrans. Et c'est une toute nouvelle addiction qui est effectivement, c'est difficile de la détecter en tout cas, enfin d'en parler. C'est difficile d'en parler et dans les écrans, il y a aussi l'addiction des réseaux sociaux. Donc moi, je suis de la génération, on a mis un iPad entre les mains de moi, la grande. Je lui ai donné un iPad comme tous mes copains, mes copines ont donné des iPads aux enfants, il y avait des jeux. Avec le recul, tu te dis, tiens, même Steve Jobs ou là aujourd'hui Mark Zuckerberg, il met pas ses enfants devant un iPad ou sur les réseaux sociaux et ils les ont préservés. Donc tu dis, bon, ok, tu peux y aller, il y a toute la partie intelligente des réseaux sociaux, mais il faut quand même faire attention. Et c'est un chapitre d'ailleurs dans le livre qui s'appelle les mots MAUX, les mots des réseaux sociaux, qui est un ping-pong que j'ai avec Laurent Carilla. Et on aborde vraiment tous les travers des réseaux sociaux, le FOMO, l'anxiété, la dépression, la cybercriminalité, cyberharcèlement, l'image de la femme. Enfin, c'est assez long à dérouler là, mais c'est un des vrais sujets. Dans cette rencontre, on a eu un coup de cœur, lui et moi. C'est la rencontre de 2 personnes, c'est une belle histoire. Et je lui ai dit, écoute, j'ai pas envie de m'arrêter là. Donc, on a mené une étude sur la relation entre les Français et les réseaux sociaux, en interviewant les parents sur leurs enfants. À quel âge vous leur mettez les réseaux sociaux dans la main, comment vous vous sentez. Enfin, on avait énormément de questions. De là, on est en train de créer une application où tu vas pouvoir tester un peu un scoring. Alors, c'est pas Yuka dans la bouffe, dans l'alimentaire, mais c'est ton rapport et ton pour les usage enfants, du coup problématique. Pour les enfants, du coup. Alors, pour les parents et les enfants. Ok. Oui, parce que nous aussi, on est fortement intoxiqués aux réseaux sociaux quand même. Complètement. Et je vais pas spoiler parce que en fait, le 10 octobre, c'est la journée mondiale de la santé mentale. Et l'agence, et pour 2 clients, on a des campagnes qui sortent à ce moment-là. Donc, en avant-première, voilà, on en parle dans le podcast, mais c'est un vrai sujet et j'ai décidé que l'agence et moi, même à titre personnel, je puisse avoir un regard sur ces sujets-là. Pendant qu'on se parle actuellement, on parle que les parlementaires sont en train de se dire, est-ce qu'on n'interdit pas en dessous de 15 ans les réseaux sociaux? Est-ce qu'on ne mettrait pas un couvre-feu numérique pour les 15-18 ans? Oui, on voit que ça interroge la société en général. Enfin, c'est un gros sujet. Et à la fois, il y a tous les travers qu'on peut en voir. Et on voit bien, même moi, j'étais prof en école de commerce. Et je voyais les étudiants, le mal-être dans la peau. Il y en a, ils n'arrivaient pas à l'heure en cours. Ils arrivaient avec des cernes. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait un scrolling toute la nuit. Donc, en fait, ils sont addicts. Ouais. Enfin, il y a un usage vraiment problématique là-dessus. Si c'est pas ça, c'est une qui Oui, pleure. puis ça développe des troubles de l'attention, ça développe beaucoup de choses, quoi. Exactement. Donc, je suis pas donneur de leçons, mais il faut faire quelque chose. Et donc, j'ai décidé, de soutenir des causes, d'amener mes clients, de parler avec des experts. Donc, le sujet est lancé. Mais c'est ironique et beau à la fois parce que toi-même, tu es un acteur des réseaux sociaux. Enfin, tu vends ça pour tes clients. Mais finalement, c'est ton rôle de papa qui t'a fait prendre conscience du côté néfaste de ces plateformes, et notamment pour les enfants, et qui t'a fait agir en cette faveur. Donc c'est rigolo parce que finalement, c'est ton côté papa qui a, on va dire, interrogé et fait douter ta casquette un peu plus de publicitaire, et où là, tu t'es dit, OK, en fait, non, faut pas que je continue à 100% comme ça, faut que je fasse quelque chose et que je lance un projet, une app, une étude. Alors, exactement. Et on va continuer des campagnes là-dessus. Mais c'est vrai que pour la petite Dalia, donc ma dernière, je me dis, à quel âge elle aura un téléphone, à quel âge elle sera sur les réseaux sociaux. Et j'ai envie de lui préparer un monde meilleur. Parce que autant pour Sacha, j'ai pas pu faire, tu as toujours une responsabilité, mais j'ai pas pu faire grand-chose dans le rouleau compresseur. Mais déjà, on manquait de recul. Aujourd'hui, on a 2 décennies. On peut pas dire qu'on ne sait pas. Il y a des études, il y a évidemment tous les jours, on voit une actualité à cause des réseaux sociaux, de l'influence. On va aller tuer quelqu'un, on va harceler quelqu'un, on va violer quelqu'un. Donc tu te dis, il y a un mal-être. Alors maintenant, attention,
Je dis pas que les réseaux sociaux, c'est pas bien. Il y a tout un côté très positif. Et simplement, ce que je dis aux marques qu'on accompagne et aux législations, aux organismes. Donc, nous, on fait partie de l'UMIC, hein, c'est l'Union des métiers de l'influence et de la content création. On fait partie de la RPP, c'est l'autorégulation de la publicité. Donc, on est membre de. Et en fait, il faut légiférer comme on a fait pour l'influence. C'est les acteurs même du milieu qui en voient finalement ces travers et qui peuvent agir parce que vous agissez dedans. Donc, exactement. Et donc, les marques, je crois qu'elles ont une responsabilité. Et demain, nous, bon, tu sais que on gère pas mal de marques pour enfants. Mais à un moment donné, elles vont m'interroger, elles vont me dire, mais c'est quoi la vision de Conceptory sur les réseaux sociaux? Parce qu'on voit passer des trucs, TikTok, on doit continuer de communiquer dessus ou pas? L'influence, on doit en faire ou pas? Et l'idée n'est pas de pas en faire, mais d'en faire bien avec éthique. On a quelqu'un en commun, toi et moi, qui s'appelle Myriam Roche. C'est un sujet qui nous passionne, je crois, à tous les trois. Donc oui, il faut se mobiliser là-dessus. Toi, du coup, en tant que papa qui conduit tous ces projets-là sur les réseaux sociaux, donc là, tu as quand même beaucoup de choses qui sont en construction. Mais si tu pouvais délivrer un conseil aux parents, justement, qui nous écoutent, qui ont un peu de mal avec l'éducation aux écrans et aux réseaux sociaux. D'ailleurs, des parents qui sont comme toi, qui ont soit des ados, qui ont soit des enfants, et qui s'interrogent sur le futur ultra connecté de leurs enfants, qui sont à peine... Enfin, tout bébé, mais même moi, je m'interroge. Quel conseil, quel matériel, ressources tu pourrais leur donner pour peut-être rassurer, informer, éduquer sur ces questions-là qui sont très vastes et difficiles de trouver des réponses? C'est très difficile, mais si on doit en garder une, parce que tu me demandes de faire l'exercice là-dessus, le temps passé sur les écrans et sur les réseaux sociaux ne fait qu'augmenter. Et c'est pharaonique, c'est flippant, comme diraient les jeunes. Et là-dessus, à un moment donné, faut avoir un bémol. C'est-à-dire que faut réussir avec parcimonie. À l'époque, tu sais, tu avais le zapping à la télé. Il y avait des gens, ils étaient des zombies devant dans le canapé à regarder des heures la télé. Aujourd'hui, le zapping est devenu scrolling. Aujourd'hui, on a un problème on a un mobile dans la main, on n'a jamais été autant immobile. Et on a finalement une connexion avec la planète entière, avec les réseaux sociaux. Et on n'a jamais été dans un besoin autant de déconnexion. Donc mobile, immobile, connexion, déconnexion. Moi, je dirais qu'il faut avoir des plages horaires où on pose réellement le téléphone. Ça a l'air bête ce que je dis, mais je discutais avec ma fille hier. Et hier, elle a eu un petit malaise, comme peut arriver à l'adolescence. Et surtout quand on est une jeune fille. Voilà, elle était dans sa période... de cycle, on va dire, et elle a eu un petit malaise, donc finalement elle est rentrée à la maison et elle s'est dit, tiens, même à l'école on a dit, arrête le téléphone pendant 3-4 heures, donc elle est rentrée à la maison. Mais un enfant aujourd'hui qui n'a plus de téléphone et qui ne sait pas ce que c'est procrastiner et s'embêter, eh ben elle a pris un livre. C'est incroyable ça, hein. Mais attention, elle devait lire Manon Lescaut pour l'école, et donc elle s'est dit, pour le bac français, je vais quand même m'avancer. Et hier, elle a lu 80 pages. Ce qui est incroyable, je suis fier d'elle. C'est incroyable. Et hier soir, elle rentre et elle me dit, papa, tu vas pas le croire, j'ai lu 80 pages. Mais c'est génial la lecture. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de se déconnecter pendant 4 heures. Et en fait, il y a eu un déclic. Je lui ai dit, tu vois, tu me voyais lire, je te disais que c'était génial. Donc, elle a eu ce petit déclic. Alors oui, elle va être reprise d'aller sur les réseaux sociaux. Il faut simplement réussir à trouver la manière sympa avec eux, en étant moralisateur, dans une dictature policière, de les fliquer, et arrêtons de leur dire c'est pas bien. Faut regarder ce qu'ils mettent, mais c'est un peu partage-moi, montre-moi des blagues, qu'est-ce que tu regardes un peu. Il vaut mieux qu'ils vous le montrent naturellement, Ouais. et réussir avec eux à dire, par exemple, moi je suis parti faire de l'acrobranche avec elle, il n'y a pas de téléphone, Ouais. parce que tu as les mains qui sont prises, alors il y a un sac à dos, il est dedans, mais pendant 3 heures, il n'y a pas de téléphone. Ouais. Donc tu peux trouver la piscine, il n'y a pas de téléphone à la piscine. Donc Trouver des activités. Ouais, au cinéma, je lui dis, attends, t'es gentil, il est dans le blouson, le téléphone, on est en train de regarder un film au cinéma. Donc peut-être avoir ces moments-là, quand on dîne, c'est insupportable. Des parents qui se font rouler dessus et dont les enfants ont le téléphone à table. Ouais. Et ça, c'est, comme on dit, no way. C'est no way, le téléphone. Mais par contre, ça veut dire que les parents aussi doivent jouer le jeu de dire, il y a une corbeille. Et ça, on pose tous notre téléphone pendant une heure. Tout le monde, ouais. Bon, voilà, alors je pourrais donner plein d'exemples. Avant de se coucher, 1 heure avant de dormir, il ne faut pas de téléphone. Ça, c'est Laurent Carilla qui me l'a appris et je dors beaucoup mieux depuis. Ouais. La lumière bleue, le stress, même si tu es sur des jeux vidéo. Depuis que ta fille fait ses nuits.
Exactement. Mais peut-être moi aussi que je suis rentré dans quelque chose de plus... Oui, parce qu'on parle des enfants, mais nous aussi, hein, on est très intoxiqués et accros à ces réseaux sociaux et aux écrans. Mais je regardais même des études là qu'il y a beaucoup de seniors, ce qu'on appelle les silver, qui aujourd'hui découvrent Facebook, donc des gens retraités et qui deviennent accros. Alors à la base, ils y vont au départ pour regarder les enfants, les photos des petits-enfants ou des enfants pour être connectés là-dessus. Et puis finalement, c'est eux qui envoient le plus de notifications sur WhatsApp ou qui vont aller regarder. Alors, c'est pas les rois pour faire des posts en général sur Facebook, mais ils passent finalement énormément de temps. Donc oui, on est tous concernés et il faut faire quelque chose pour y passer du temps. C'est comme une consommation d'alcool ou de jeux vidéo. On te dit pas, faut pas en faire, mais à un moment donné, pas trop. C'est comme dans tout, faut pas un abus de chocolat ou de champagne. Ouais. Bah, non mais j'adore que notre conversation dévie vers ce sujet-là parce que finalement, en t'interviewant, je pense qu'il n'y a pas meilleur ambassadeur que toi pour parler de ce sujet-là et j'avais pas encore évoqué ça sur le podcast. Moi, j'ai vu un humoriste il y a pas longtemps qui disait, c'était quoi? C'était Hard choices now, better life after. Donc les choix durs maintenant, être strict, imposer des règles et ce sera plus facile après. Enfin, notamment quand t'as lui, c'était l'exemple des jeunes enfants, notamment, c'est facile de leur donner des bonbons parce qu'ils te le réclament et qu'ils sont petits et qu'ils peuvent rentrer dans des colères folles. Sauf que si tu leur donnes plein de bonbons maintenant, bah après ils auront des caries, ils vont être en carence, ils vont machin. Alors que voilà, des fois, faut mettre des règles strictes et ce sera beaucoup plus simple après, quoi. Exactement. Complètement d'accord avec toi. Alors, bon, bah, du coup, tu es dans un super projet qui est vraiment en continuité avec la direction que tu as donnée à ton agence, mais aussi ton rôle de papa. Et de ce que tu me racontes, cette seconde paternité t'a encore plus inspiré et motivé de te lancer dans ce projet-là. Niveau agence, du coup, t'en es où 15 ans après? Si tu devais faire un peu le bilan des plus grandes leçons, échecs que tu as appris, vécu, ce serait quoi? Eh ben, écoute, c'est une longue route d'être entrepreneur. Ce que j'ai appris, c'est évidemment savoir s'entourer d'une dream team. C'est faire confiance. C'est avoir une veille, une curiosité permanente. Il y a rien de pire. Moi, j'adore mon métier, mais il y a plein de gens qui aiment pas leur métier. On a la chance, peut-être toi et moi, de faire et ceux qui nous écoutent, faire des métiers qu'on aime. Mais il faut aller dans un métier de passion. Et en plus, on accompagne nous des marques tellement différentes les unes que les autres. Enfin, que moi, on peut me parler de pizza, de pâte à tartiner ou de jouets. Mais rien qu'en t'entendant parler, on sent, je pense, dans ta voix, à quel point t'es passionné. Enfin, c'est dingue. Ouais, non, mais parce que je crois que c'est important. Et puis surtout, si on veut apporter une réponse et une créativité, apporter de la stratégie, faut y croire soi-même, faut être à fond. Maintenant, c'est pas un long fleuve tranquille, donc il faut rester, comme on dit, hybride et agile. Comme je disais, il y a des outils maintenant. Alors oui, il y a de l'IA, oui, il y a des outils de process et de SaaS, bien sûr. Il faut mixer, cimenter une garde rapprochée et après aller compléter avec des gens avec qui on s'entend bien en consultant en free pour pouvoir se développer. Je pense aussi que s'occuper de son personal branding, alors tu vas me dire, mais tiens, par rapport à la discussion qu'on a eue avant, oui, mais demain, prendre la parole sur LinkedIn ou même sur TikTok avec des podcasts ou avec des tribunes ou avec des billets, si le sujet est intéressant, déjà, ça fait réfléchir soi-même. Et deuxièmement, on emporte une communauté et le buzz amène le biz. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens ont envie de te suivre parce que tu as un point de vue, tu as une vision, tu as une expertise. J'adore le buzz amène le bise. Ça, c'est une pépite. Tu le garderas, surtout que c'est lié à ta communauté. Donc, effectivement, on pourra le réutiliser. Mais ça veut dire que pas vu, pas pris, pas acheté. C'est pareil. Hein. À l'époque, on disait ça, c'est des vieux slogans, pas vu, pas pris, pas acheté. C'était la pub des années 60, 70, où tu faisais tu placardais dans la rue de la promo. Aujourd'hui, tu es vu, alors c'est devenu le premier média au monde, hein. Tu es vu sur les réseaux sociaux, mais il faut en faire intelligemment. Donc, avoir une prise de parole, évidemment, là-dessus. Je pourrais en parler, évidemment, pendant des heures, mais chacun a des marques différentes ou un statut différent. Être agile et savoir rebondir, et que ce soit à la fois face aux échecs, aux galères, mais aussi aux évolutions. Oui. De la société. Et toi, en plus, t'as quand même un business qui dépend vachement des évolutions technologiques et des modes de consommation. Mais t'as raison, être dans des cercles d'entrepreneurs ou d'échanges, on a l'impression,
certains vont dire ouais, mais moi j'ai l'impression que je perds du temps ou que ça coûte cher. Et en fait, ça te fait déjà tu partages. Ça fait du bien de partager. Soit entre parents ou entre entrepreneurs ou entre cadres ou entre start-upers, enfin peu importe les communautés qu'on choisit, mais de pouvoir se dire je suis pas seul et je vais prendre des tips, je vais ping-ponger, je vais brainstormer pour trouver un nom, une idée, un nouveau produit, ça fait du bien. Donc effectivement, je crois que comme on dit, hein, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et savoir donner pour recevoir. Alors tu vas dire, mais il en a combien des mantras? Mais d'un côté, j'ai invité quelqu'un qui a une agence de pub et son métier, c'est d'inventer des concepts et des slogans. Donc, c'est normal. Donc, effectivement, et j'essaie de nourrir tout ça. Et surtout, d'avoir ce qu'on appelle, alors certains appellent ça des side projects. Mais si ton side project, il est connecté à ton projet principal, je te prends un exemple. Moi, j'ai écrit un livre, mais le livre parle des réseaux sociaux. Donc, forcément, je deviens plus expert. Donc, c'est bien à titre personnel, mais c'est bien aussi à titre professionnel. Oui, et puis c'est un challenge, donc ça te permet aussi de te renouveler un petit peu, de sortir de ta routine, et après 15 ans à entreprendre, c'est nécessaire. Exactement. Donc, je pense qu'il faut à un moment donné, des fois, aller dans la passion, se dire, je le fais, je ne sais pas si je vais gagner de l'argent avec, et puis tu te rends compte, avec du recul, que ça fait des rencontres, et que tu rebondis. Et c'est génial. Donc moi, à l'époque, j'avais fait un festival de musique, une biennale d'art contemporain. J'y connaissais rien. Mais à chaque fois, ça m'a permis de rencontrer du monde, de rebondir. Après, j'ai connecté, par exemple, une marque de bière avec des artistes. Mais si j'avais pas fait la biennale, j'aurais pas rencontré les artistes. Donc, j'aurais pas... tu vois, donc, de fil en aiguille, tu as cet effet papillon positif que je trouve très important. Si tu voyais le Michael d'il y a 15 ans en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, dis donc, t'étais tout fou, tout flamme. T'es passé d'adolescent tout fou à un jeune adulte, on va dire jeune, hein. Ça me plaît à 45 ans de dire que je suis encore jeune, à un jeune adulte inspiré. Je pense que effectivement, 15 ans sont passés et la paternité te donne une responsabilité. J'essaie de garder une part d'insouciance, mais je crois qu'en étant parent, tu dors pas de la même manière. Tu te poses pas les mêmes questions, même ton rapport à tes parents, à toi. Ouais. Moi, ça m'a énormément rapproché de mon père et de ma mère quand elle était là encore. Et je leur ai dit, mais je vous aime, merci beaucoup de tout ce que vous avez fait pour moi. Et tu te rends compte de tout ce qu'a fait tes parents. Et sur le moment, tu te disais, mais qu'est-ce que j'ai pu être ingrat. Donc, tu as l'impression que la vie, c'est un long fleuve qui, des fois, n'est pas tranquille. Mais la parentalité... te fait comprendre beaucoup de choses. Ouais. Si tu avais une dernière chose que tu aimerais ajouter dans cet échange vraiment ultra émouvant, intense et plein de bon sens et de bonnes idées, si tu avais quelque chose que tu voulais ajouter par rapport à ton parcours, à ton expérience de papa, bon là tu nous as déjà donné de très belles leçons et de très belles clés. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau d'avoir un bébé en perso et un bébé pro. Donc même ceux qui sont salariés dans des entreprises et qui ont toujours une idée, je pense à plein de gens qui m'entourent et qui me disent ah là là, j'adorerais créer ma boîte à côté de mon boulot, j'adorerais faire ça et qui se lancent pas. J'ai envie de leur dire la vie elle passe vite. La preuve c'est qu'ils ont des enfants peut-être qui avaient 1 an il y a 15 ans et qu'on en a 15 et qui sont des adolescents aujourd'hui, et ils n'ont pas mené leur projet. Et peut-être, j'ai envie de leur dire, allez-y, ça y est, ton enfant, il a 15 ans, il a commencé à grandir, bientôt il sera majeur. Lance-toi dans ton projet à côté, parce que c'est une aventure qui est exceptionnelle, mais avec un regard d'enfant. C'est ton bébé que tu vas lancer, donc ne perds pas, et même ça peut réveiller en toi, tu sais, quand tu trouves cette flamme de la... Si j'ai envie de faire ça, de la belle idée qui jaillit, t'es comme un gosse. Ouais. Tu vois, t'es surexcité. Et j'ai envie de dire aux gens, écrivez-nous dans le podcast ou même à titre perso sur le LinkedIn. Dites-moi qu'en écoutant ce qu'on s'est dit là, vous avez lancé... et c'est pas obligé d'avoir une grande aventure. Ça peut être de se dire, moi j'ai envie d'aider une ONG, moi j'ai envie de vendre des trucs par Amazon. Pas un side project forcément entrepreneurial, ça peut être aussi du bénévolat, ça peut être suivre ce que tu dis, sa passion, une idée, une envie,
qui nous fasse sortir de notre routine de parents et de professionnels, que ce soit d'ailleurs entrepreneurs ou salariés. Exactement. J'adore. Mais en tout cas, si vous voulez lancer un side project, vous avez envie d'être épaulé, vous pouvez rejoindre la communauté où du coup, il y a moi et Mickaël, comme on l'a entendu, et de super bons conseils et de super ressources. Avec plaisir. Et merci Mickaël pour cette super interview. J'en ressors, je t'avoue, assez émue parce que tu as partagé des très beaux moments de ta vie de papa, des très belles réflexions, mais aussi on a évoqué un sujet qui est très sérieux. Donc je mettrai le lien de tes réseaux sociaux dans la description de l'épisode et comme ça les gens qui sont intéressés pourront te suivre pour découvrir le 10 octobre, je crois, lancement de cette étude. Merci en tout cas pour ton invitation et bravo aussi pour tout ce que tu fais. Bon, tu le sais puisque je suis dans ta communauté, mais ça fait du bien d'avoir cette belle énergie, d'avoir des parents qui sont aussi entrepreneurs. Je me dis, même si des fois on est débordé, je lis ce qu'on se met dans WhatsApp et ça me remonte le moral et je lance un appel. Je suis garçon parmi beaucoup de femmes, donc je lance un garçon pour des hommes. Vous pouvez venir, vous allez voir les gars, c'est sympa. Merci Mickaël.